Télérama, Cercle Polar, les dessous du roman noir. Salut à tous, bienvenue dans le Cercle Polar. Bonjour Christine Ferniaud. Bonjour Michel Abesca. Vous êtes en forme aujourd'hui? Alors là, je suis dans une forme, vous savez, je serre mes petits points. 4 livres cette fois-ci, 4 livres au lieu de 3. 2 comédies et 2 thrillers, donc côté plutôt souriant, même si c'est de la comédie noire, et puis plus dramatique pour 2 autres livres. Alors d'abord, Peter Hoeg, le nouveau roman de l'auteur danois bien connu, Le pouvoir de Suzanne, qui paraît chez Actes Sud. Ensuite, on parlera avec vous, Christine, des mafieuses, de Pascal Dietrich, qui paraît chez Liana Levy. Ensuite, de Julie Eva, Le gamin des ordures, qui paraît chez Albin Michel. Et puis, chez Rivage Noir, René Denfeld, Trouver l'enfant, qui a beaucoup de succès, un succès critique. On verra si on est d'accord avec nos camarades critiques. Alors, on commence avec le Peter Hoeg, Le pouvoir de Suzanne. Alors, Peter Hoeg, forcément, vous le connaissez, puisque Smila ou Smila, je ne sais pas comment ça se prononce. J'ai toujours dit Smila, mais maintenant, vous semez le doute. Je ne sais pas trop. Je ne sais plus. Oui, vous êtes meilleur en danois que moi. Oui, mais je dis Peter Hoeg, justement. Hoeg, voilà, parce que le haut est barré comme ça. Peter Hoeg, donc Smila et l'amour de la neige, qui avait eu beaucoup de succès en 1995. Alors, il a fait des études de lettres, Peter Hoeg, il a fait de nombreux métiers, parce qu'il a été acteur, il a été marin, il a été escrimeur, il a été danseur aussi, il a fait une carrière de... Mais il a un beau visage d'ailleurs, bien intéressant. Et puis sans doute bienvenue, le corps Peter bien rodé, Hoeg, quand vous voulez dans l'émission. Voilà. Son premier roman, c'était en 1988, il en a écrit 8 au total, donc il y a eu Smila en 1995, et là, celui-ci, Le pouvoir de Suzanne, en fait, il date de 2014 et il est traduit seulement maintenant chez Actes Sud en France. Alors je serais assez contente que vous fassiez un résumé de cette histoire, parce que c'est un travail d'équilibriste. Oui, c'est extrêmement difficile de pitcher, comme on dit, Le pouvoir de Suzanne. Alors, Suzanne, d'abord, on peut peut-être commencer par elle. Voilà, Suzanne, c'est la personnalité la plus simple de cette histoire. Elle est au centre de l'histoire, elle est mère de famille, elle est physicienne, ça c'est très important de le dire, et elle a effectivement un pouvoir, c'est-à-dire qu'en fait, elle suscite la sincérité chez ses interlocuteurs. C'est-à-dire quand elle, un peu comme vous, en fait. Un peu comme moi. Ouais. C'est-à-dire que les gens, moi, me racontent toute leur vie, dans tous les détails. Vous demandez rien et d'un seul coup, et il faut que je vous dise, Michel, c'est exactement ça. Donc en fait, Suzanne et moi... Et alors, l'histoire, c'est qu'avec sa famille, donc son mari, qui est musicien, et ses 2 enfants, ils vont être pris dans un chaos épouvantable. Il y a beaucoup de morts. Eux-mêmes, d'ailleurs, vont échapper à la mort, provoqués par les découvertes d'un mystérieux groupe qui a été lié au départ au gouvernement, mais qui visiblement après a pris pas mal d'autonomie, une commission du futur créée dans les années 70. Et en fait, au départ, ces gens étaient chargés de prévoir, donc c'était surtout des scientifiques, de prévoir un peu ce qui allait devenir, comment le monde allait évoluer, quels allaient être les grands problèmes à terme, etc. Et au départ, on s'est aperçu que leurs prévisions, en fait, étaient justes et qu'elles se révélaient exactes. Mais après, les choses vont, alors on ne peut plus raconter, alors là, c'est fini, vont mal tourner et va y avoir 2 clans, en fait, qui vont essayer qui vont s'affronter, en fait, dans un contexte terrible de crise climatique. Enfin, voilà, on peut pas en dire plus. Et la commission est au cœur de cette histoire. Alors, Christine, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Déjà, la première chose, c'est que je n'ai pas encore construit de bunker après la lecture du pouvoir de Suzanne pour me protéger à mon tour. Vous dites, vous spoilez à mort. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, bon, Peter Hoeg, c'est un enchantement pour moi. Ce livre qui vient après des lectures de thrillers, de romans noirs, avec une construction qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs, mais une construction un peu au cordeau, quelque chose qui va vers les dernières pages en marchant d'un bon pas. Avec Peter Hoeg, c'est une espèce de fantaisie permanente, de folie, de trouvailles, de référence quand même avec la société contemporaine, avec effectivement tout ce qui se passe autour des dangers, autour du climat. C'est un roman d'espionnage, c'est un roman de fantaisie, c'est un roman aussi sur la famille, c'est un roman sur les peurs ancestrales. Je trouve ce livre est une réussite qui m'a émerveillée
de la première à la dernière page, parce que chaque fois qu'on tourne, qu'on a un nouveau chapitre, on ne sait pas du tout où il va nous entraîner. Et je trouve que ce livre est un exemple même du talent, de quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Il est unique. Et pour moi, c'est une réussite absolue. Wow. J'espère que vous avez aimé. En tous les cas, vous avez bien défendu. Ah oui. Oui, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Je trouvais ça d'abord extrêmement drôle. J'aime beaucoup, moi, pour ne pas redire ce que vous avez dit, j'aime beaucoup le regard de Suzanne. Parce qu'effectivement, c'est une physicienne et elle regarde le monde en scientifique. Et elle regarde tout, même les émotions, oui. l'amour, etc., en scientifique. Et donc, elle va décrire qu'est-ce qui se passe, j'en sais rien, au niveau des molécules, etc. Par exemple, dans une relation de séduction, etc. Et ça j'ai trouvé ça très bien. Donc, les rapports entre Suzanne et les hommes, c'est vraiment très bien. Les dialogues sont formidables. C'est très bien raconté. Et ça, c'était aussi le succès de celui-là. Oui, tout à fait. Il a un art du récit. Et c'est pas, c'est compliqué comme mais façon de raconter, on a mais c'est énormément magnifique. de mal à savoir comment il y arrive. Il y a une construction qui est tellement fine et en même temps limpide qu'on n'arrive pas à savoir comment il peut nous surprendre autant. Ouais. Et puis l'écriture est très très belle, parce que vous parlez des dialogues et c'est vrai que ça donne une vista à la lecture qui est réjouissante, mais il écrit très bien, il ne rajoute pas des adjectifs partout, il va doucement vers dans sa folie, voilà. C'est vraiment bien. Alors après, Peter Hughes, il est connu aussi beaucoup pour écrire des textes qui effectivement sont toujours très drôles, plein d'énergie, et il est dans la critique sociale aussi. Très. Et dans celui-là, c'est là où j'étais un peu déçu, parce que c'est un peu, à mon avis, c'est un peu énorme quand même. J'ai eu un peu de mal à croire au complot dont il parlait. Enfin, là, on ne peut pas en parler. Parce que non, on ne peut pas en parler, mais alors là... J'ai trouvé que c'était un peu moins convaincant peut-être que dans d'autres livres. Sinon, je partage votre enthousiasme. Bon, ça va. Voilà. Donc, on vous recommande la lecture. Lisez-le, puis dites-nous. Voilà. Le pouvoir de Suzanne de Peter Hughes, traduit du danois par Frédéric Fourreau, et ça paraît chez Actes Sud. Et maintenant, Christine, comme c'est moi qui ai été chargée de faire le pitch compliqué du pouvoir de Suzanne, c'est vous qui allez vous débrouiller toute seule comme une grande pour nous présenter le Pascal Dietrich. Ah, Pascal Dietrich, Les mafieuses chez Liana Levy, c'est... elle a commencé par écrire dans une petite maison d'édition qui s'appelle Inuit. Elle avait écrit une novella tout à fait réussie qui s'appelait Le Homard. Et puis, elle a écrit un premier roman chez Liana Levy, dont j'ai oublié le titre. Ah oui, Une île bien tranquille, heureusement que j'ai mes notes avec moi, qui était un livre oui, où déjà l'humour était assez fin, comme ça, sur une histoire un peu de huis clos. Et avec Les mafieuses, Pascal Dietrich revient avec toutes les qualités qu'on peut trouver chez elle. C'est-à-dire que c'est une fille qui, au départ, est sociologue. Elle s'intéresse effectivement aux minorités, aux gens en difficulté, à l'habitat. Et tout cela, elle arrive à le glisser dans une histoire qui est finalement une histoire, un décalage entre l'idée du mafieux traditionnel et ce qu'elle veut apporter du côté, j'allais dire féministe, mais ce serait presque la réduire. C'est pas du tout un livre féministe. Mais c'est l'humour noir de Pascal Dietrich qui, pour résumer le début de l'histoire, on est à Grenoble et non pas en Italie, dans une famille où le patriarche est en train de mourir. C'est des Italiens quand même d'origine. Heureusement, oui. Heureusement, mais ils sont à... La frontière n'est pas loin. De toute façon, mais Grenoble, bon, oui. c'est pas tout à fait l'Italie, c'est pas Naples. Hein. Non, c'est ça. Et le patriarche meurt et par une espèce de grandeur d'âme, cet homme a décidé que son épouse, charmante et bien vivante, devrait l'accompagner dans la mort, et donc il a prévu de la faire tuer par un tueur à gages pour qu'ensemble ils aillent dans le ciel, main dans la main. Il y a aussi qui veut se venger un peu parce qu'elle a eu tendance à le tromper un peu de temps en temps. Un petit peu aussi. Donc elle n'a pas du tout envie de suivre son époux. Elle a des filles qui vont s'occuper effectivement de cette situation, et je ne vous en dis pas plus parce que déjà c'est pas un livre, c'est un petit livre, un livre court, disons. Il y a deux filles qui ont choisi des trajectoires très différentes, parce qu'il y en a une
Alessia qui est pharmacienne en fait, mais en fait c'est un lieu de deal, sa pharmacie, donc elle a repris un petit peu. Pure merveille, ces histoires de génial, deal dans la pharmacie. Et oui, avec les dealers qui arrivent, qui ont... dans des tubes de comment on appelle ça, d'homéopathie. Et d'ailleurs, les gens, ils disent s'ils veulent que ça soit dilué à 5 CH ou à 9 CH, etc. N'en dites pas trop, n'en dites pas trop. C'est très drôle. Et puis, sa sœur, en revanche, alors elle essaye de sortir de ça et elle travaille dans l'humanitaire. Donc, et c'est pas par hasard, effectivement, si cette sœur est dans l'humanitaire, parce que ça permet à Pascale Dietrich de glisser dans ce livre, qui est un livre de fantaisie, d'humour, et là aussi d'une écriture très vive et très fine, aussi les relations avec son propre travail. Et c'est vrai qu'elle a un jugement sur la société tout à fait intéressant. Ce qu'elle montre, oui, parce qu'en fait, ce qu'elle montre, c'est une société qui, d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire côté mafieux, c'est la caricature du capitalisme d'une certaine manière, c'est-à-dire c'est la course au profit par tous les moyens, puisqu'on dézingue les concurrents, en vrai. Et puis, dans l'humanitaire, ce qu'elle montre finalement, le fonctionnement de l'association pour lequel travaille Dina, la sœur, c'est qu'en fait, ils sont pris aussi dans ce système parce qu'il faut essayer d'obtenir les subventions, etc. Donc, ils se battent d'une certaine manière comme une entreprise. Et d'autre part, par leur action, d'une certaine manière, comment dire ça, ils apaisent un peu les maux de la société, ils viennent un peu aider. Donc, d'une certaine manière, ça ne résout pas le problème au fond. Ça met juste un pansement sur la blessure. Et c'est ce qui est vraiment bien chez Pascale Dietrich, c'est qu'elle part sur une écriture assez descriptive, fantaisiste, avec des petites surprises sans cesse. Et puis, au fur et à mesure de la lecture, on se dit que la profondeur est là, c'est-à-dire qu'elle arrive à travers de l'humour noir à raconter une société et à détourner, et sans vouloir dire quoi que ce soit de la fin. Jusqu'à la fin, il y a cette façon comme ça de regarder et de raconter et le personnel et l'universel de façon très fine. Et tout ça comme ça, avec c'est une belle manière l'air de aussi rien. de mettre les femmes en avant, hein, dans des sociétés qui, au départ, les sociétés mafieuses sont quand même, c'est vraiment des sociétés de mecs. Et là, montrer le rôle des femmes, etc., dans ces sociétés-là, c'est aussi un... Et vous ne me demandez pas si j'ai aimé le livre. Mince, mais en fait, c'est toujours comme ça qu'on fait, vous me demandez. En fait, j'ai l'impression qu'en prenant la parole comme ça de temps à autre, quand j'arrivais à vous la laisser, j'ai eu le sentiment que vous aviez bien aimé. Eh bien, j'ai énormément aimé ce livre. J'ai trouvé que c'était vraiment une très belle réussite, parce que c'est vrai que on l'a déjà dit, mais c'est extrêmement drôle, c'est extrêmement fin, et c'est écrit sans... Vraiment, comment dire, il n'y a pas de graisse du tout, c'est un petit bijou. Oui, c'est un bijou et c'est très rare finalement, l'humour noir chez des jeunes auteurs, parce qu'elle est toute jeune, chez des jeunes auteurs, c'est assez rare. On va beaucoup vers quelque chose vers le grave, que ce soit dans le thriller ou dans le roman noir, et elle arrive comme ça et elle éclaire en disant beaucoup de choses. En disant beaucoup de choses. Voilà, très bien. Mais alors, donc, on vous recommande également ce livre de Pascale Dietrich, Les Mafieuses, qui paraît chez Liana Lévy. Et là, on va passer maintenant à 2 autres livres. Alors, effectivement plus grave, comme vous disiez. D'abord, Julie Eva, qui est une Française, est très jeune aussi. Le gamin des ordures. Elle n'a même pas 30 ans, Julie Eva. Chez Albin Michel. Alors là, à nouveau, c'est vous. Vous travaillez beaucoup, en fait. Hein. Oui, mais c'est le problème des femmes. Hein. D'ailleurs, il y en a beaucoup dans cette histoire, sur cette table. Julie Eva, c'est son 3e livre. Le second avait eu un grand succès. Ça s'appelait Les Petites Filles. Et Les Petites Filles, c'était autour d'une jeune femme qui va, elle aussi, un petit peu, en quelque sorte, qui est une étudiante, qui va un peu dans l'humanitaire, et qui va en Chine et qui va s'intéresser de près à cette histoire de l'enfant unique en Chine. Et il y aura une disparition d'enfants. Bon, je ne vous en dis pas plus. Parlons du gamin des ordures, donc son nouveau livre. Julie Eva, c'est une jeune femme qui a besoin de beaucoup de temps pour travailler sa documentation. Elle a donc choisi de reprendre le personnage des petites filles, c'est-à-dire Lina, qui est rentrée à Paris et qui continue à être très intéressée par l'humanitaire, pour parler du destin des Roms. Et
le gamin des ordures, c'est un petit garçon qui est, avec sa famille, est arrivé de Roumanie et qui va de camp d'un camp à l'autre, qui est repoussé comme ça sans cesse par un pouvoir local ou national qui ne sait pas quoi faire de ses familles, alors qu'elles ne sont pas si nombreuses. Alors on les pousse dans un camp et puis ce camp doit fermer et du coup ils n'ont de place nulle part. Et dans cette histoire comme ça de déplacement en déplacement, le petit garçon et son père vont disparaître et Lina va être dans cette course à la vérité. Et surtout, pour Julieva, c'est un moyen et c'est une manière de parler effectivement des Roms et de décrire et les camps et la misère et ce qui se passe aussi en Roumanie, ce qui se passe en Hongrie et de faire quelque chose qui est assez universel en fait à travers le destin d'un enfant. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Michel? Vous voyez, j'ai bien posé la question très cette bien. fois. Ouais, là, je vous félicite. Alors, Lina et Thomas, d'ailleurs, qu'on trouvait déjà dans les petites filles hein, qui vont mener l'enquête d'une certaine manière. Moi, j'ai trouvé le livre très intéressant. Parce qu'effectivement, elle cherche à l'évidence quand même, elle s'est trouvé un sujet et elle veut ouvrir le regard en fait sur la situation des Roms et elle dit beaucoup de choses, même de l'histoire des Roms et puis elle est de l'actualité aujourd'hui, effectivement, la manière dont les choses ont changé avec l'entrée de la Roumanie dans l'Europe, donc tout ce que ça a changé, etc. Et ces populations et la manière dont on les accueille pas en fait et dont on se méfie tellement, les gitans, etc., comme on dit en France. Donc ça, c'est très intéressant. Alors je trouve que c'est en même temps peut-être le défaut du livre, c'est-à-dire que par moment, la volonté de dire beaucoup de choses, la documentation certainement très importante qu'elle a consultée, pèse un peu sur la fiction. Oui, on sent qu'elle a travaillé longtemps et qu'elle voulait être un peu encyclopédique en fait à travers ça, ne rien laisser au hasard, nous prendre, nous lecteurs, comme si nous ne savions rien pour tout nous expliquer. Et, et elle a un peu oublié le roman au passage. Voilà, exactement. C'est dommage, mais en même temps, pour être honnête, moi, je ne me suis pas ennuyé un instant. Pas du tout, c'est vrai. Le livre se lit très facilement, alors qu'il est quand même relativement épais. Donc ça, c'est quand même, elle raconte bien, c'est intéressant. C'est dommage, je pense en tous les cas que c'est un auteur intéressant à suivre. Comme la première fois d'ailleurs, parce que Les Petites Filles, c'était aussi un livre très intéressant où elle voulait aussi raconter l'histoire de la Chine, cette politique de l'enfant unique. Et là aussi, elle prend un sujet, elle y travaille pendant 2 ans, voire 3 ans, et on sent que ça lui tient à cœur. Elle-même est éducatrice, elle est pour la protection de l'enfance, et c'est quelque chose, c'est sincèrement important pour elle. Et c'est bien qu'elle passe par le polar pour le faire, parce que c'est du roman noir social important aussi. C'est vraiment la fonction du roman noir. Et puis le fait qu'elle essaye d'ouvrir les yeux sur la situation des Roms, c'est très intéressant. Oui, je pense que c'est un auteur à suivre, et c'est un livre que vous pouvez lire, qui est très, on ne peut pas dire agréable à lire, parce que le sujet est terrifiant, pas du tout. Mais très, très intéressant, et la lecture est très prenante. Donc c'est Julieva, ça s'appelle Le Gamin des ordures et ça paraît dans la collection spéciale Suspense d'Albin Michel. Et enfin... le dernier livre chez Rivage Noir. Chez Rivage Noir, René Denfeld, Trouver l'enfant. Alors, elle est américaine. Elle est journaliste. Elle a écrit notamment pour le New York Times Magazine. Et puis elle est romancière. Alors en 2014, elle a publié En ce lieu enchanté. Oui. En fait, je me souviens de ce livre. Oui, parce que ça se passe dans le couloir de la mort, en fait, avec des condamnés. Je me souviens qu'il y avait aussi une part de fantastique qui apportait à ce livre, un mystère, un halo de mystère qui était très intéressant d'ailleurs. Et là, on va retrouver la même chose. Donc là, Trouver l'enfant qui vient d'être traduit en français. Alors en fait, ça se passe dans l'Oregon, et c'est l'Oregon l'hiver, l'Oregon sous la neige, donc l'ouest, du côté du Pacifique des États-Unis, d'immenses forêts. C'est un endroit où il n'y a pas énormément de monde. Je vais faire le vent dans la forêt. Vous le faites bien en plus. C'est bien. Le loup peut-être aussi. Parce non, plus tard. C'est un pays de trappeurs. Et alors évidemment, par rapport à ce que vous disiez, cette petite dimension un peu fantastique, on est dans la forêt, on est perdu dans la forêt, donc c'est le territoire du conte, évidemment. Et c'est effectivement une forme de conte, et le conte va avoir beaucoup d'importance parce que, en fait,
ça met en scène des enfants, en fait, et des enfants qui sont enlevés, et donc qui Mon Dieu. essayent de... Oui, alors voilà. Pardon. Parce que c'est vrai Pardon, Michel, je suis comme désolée. beaucoup de livres aujourd'hui de thriller et de ce qu'on appelle le domestic thriller maintenant, c'est une histoire d'enfants enlevés. Là, en l'occurrence, au centre du livre, il y a une fille qui s'appelle Naomi, qui est une détective privée dont la spécialité justement est de rechercher des enfants disparus. Et très vite, là je spoil pas parce que très vite on sait qu'elle-même a été enlevée. D'ailleurs, il y a une partie c'est à la fois une enquête pour retrouver une petite fille, ce livre, mais c'est une enquête sur elle-même pour retrouver son origine, si j'ai bien compris. Mais vraiment, en fait, quelle nouveauté! Oui, alors voilà. Alors on se dit, là, et certainement que vous qui nous regardez, vous pensez ça, vous vous dites, ouh là là, on a déjà lu ça, combien 2 500 000 fois. C'est archi usé, surtout en ce moment, il y en a 12 000 par semaine qui racontent ce type d'histoire. les enfants enlevés et les enfants disparus. Alors, est-ce que c'est mieux que la moyenne? Parce qu'en général, c'est pas terrible ce genre de livre. Ah, vous voulez vraiment que je vous dise? Je veux que vous me disiez. Je voudrais préciser quand même, il y a donc une histoire d'enfants enlevés. L'enquêtrice, effectivement, a déjà été enlevée. Je ne spoilerai pas tout, mais peut-être que dans cette forêt, un ogre pas si méchant que ça a lui-même un passé un peu mystérieux d'enfants enlevés. J'en oublie combien des enfants enlevés dans cette histoire-là. Alors, moi, j'ai voulu le lire, en fait, parce qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme autour de ce livre. Oui, plein de bonnes critiques. Et plein de bonnes critiques. Et c'est vrai que Renée Denfeld, elle sait écrire, qu'elle sait raconter une histoire, qu'elle sait nous emmener jusqu'au bout. Mais mon Dieu, que c'est téléphoné, mais que c'est évident, que chaque fois qu'on fait un pas dans la neige, on sait exactement ce qu'on va trouver dans la page suivante. Il n'y a aucune nouveauté, sinon une bonne manière de la raconter. Et effectivement, il y a aussi des livres d'enfants enlevés qui sont des pensums d'écriture. Là, on ne peut pas dire ça. Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi on continue à lire avec délice une histoire où, je crois qu'à la page 10, on sait déjà comment ça va se terminer. Ouais. Je vous dirai la fin? Non, non, je ne vous dis pas la fin. Mais vous allez être... vous ne serez absolument pas surpris. C'est vrai qu'elle sait écrire. Je trouve qu'elle sait bien rendre les ambiances, c'est-à-dire que notamment la neige, la forêt, tout ça. Je trouve qu'elle le fait bien sentir. Le conte de fées dans la neige, non, mais le petit pousset, les petits cailloux. Oui, c'est ça. Oui, il ne faut pas en dire trop. Alors, le personnage de Naomi aussi a un certain intérêt, parce qu'effectivement, d'ailleurs, il va y avoir une suite, parce qu'à la fin, la question de la petite fille qu'elle cherche va être résolue, mais par contre, elle, d'où vient-elle? Que s'est-il vraiment passé dans son enfance? Mais oui, on ne sait pas. Donc elle va repartir pour connaître sa vraie nature. Voilà. C'est de pouvoir, ces années gommées, mais que cachait-elle? C'est vrai que moi, je me suis énormément ennuyée et que je l'ai fini parce que je suis professionnel et que je savais qu'on allait en parler aujourd'hui. Sinon, dans la vraie vie, jamais j'aurais été au bout. Je ne me serais pas infligé ça. Et donc, effectivement, pour moi, c'est un peu un mystère. Ceux qui l'ont beaucoup aimé, je ne sais pas. Alors, écoutez, je ne sais pas. Nous, on va essayer de dialoguer avec ceux qui l'ont aimé. Voilà. Et puis, alors, il y a tellement de bons sentiments. À la fin, ça dégouline. Il y a à la fois de la crème au chocolat, du caramel, de la chantilly. Il y a beaucoup de chantilly, surtout. On n'en peut plus. Ouais, ben voilà. Donc, écoutez, faites-vous votre idée, Renée Denfeld, de Trouver l'enfant, qui paraît chez Rivage Noir, et c'est traduit par Pierre Bondil. Voilà. Ben voilà, on a fait le tour. Oui, il y a tout de même pas mal de livres à lire. Hein, on va repartir pour de nouveaux livres pour la prochaine fois. Voilà. Et d'ici là, écoutez, on vous souhaite de belles lectures. Et faites attention à vos enfants. Bye bye. Télérama. Cercle polar. Les dessous du roman noir.